quoi va ressembler notre futur? Quelle place pour les technologies, le vivant, le vivre ensemble? Et si nous construisions demain collectivement en faisant dialoguer les disciplines, les expertises et les imaginaires? Radio Futur, un podcast du Quai des Savoirs pour reprendre la main sur nos futurs. Une émission proposée par Marina Léonard et Laurent Chicoineau. Après avoir consulté les scientifiques, dialogué avec les forces politiques, économiques et sociales, après avoir échangé aussi avec tous nos partenaires européens et pesé le pour et le contre, j'ai décidé qu'il fallait retrouver, à partir de vendredi, le confinement qui a stoppé le virus. Bonjour à toutes et à tous, vous l'avez peut-être vécu en direct, c'était le 28 octobre dernier, en début de soirée. Le président de la République nous annonçait le retour du confinement pour tenter de lutter contre la deuxième vague montante de l'épidémie de coronavirus, dont la France et le monde entier n'arrivent pas à se débarrasser depuis plusieurs mois maintenant. L'histoire nous dira si ces confinements auront eu raison du Covid, ce que l'on espère tous. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas parler de ce virus. Nous vous proposons de faire un pas de côté pour regarder d'autres impacts du confinement, ceux sur l'environnement et sur le climat. C'est vrai que lors du premier confinement, on a eu l'impression qu'en très peu de temps, la nature semblait reprendre ses droits un peu partout, surtout dans les villes, là où elle a plutôt été chassée depuis des dizaines d'années. Oiseaux, chevreuils, orques ou encore sangliers ont alors été les vedettes des vidéos qui ont fait le buzz sur les réseaux sociaux. Alors le confinement des humains est-il bon pour la planète, sa faune, sa flore d'une manière générale, mais aussi le confinement est-il bon pour le climat? Alors pour discuter de ces questions, nous avons le plaisir d'accueillir 3 invités. Christophe Cassou, vous êtes chercheur CNRS au laboratoire Climat, Environnement, Couplage et Incertitude. Vous êtes climatologue en fait, et l'un des auteurs des rapports du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Bonjour Christophe Cassou. Oui, bonjour à tous. Avec nous également Frédéric Ferrer, auteur, comédien et metteur en scène. Vous avez écrit et joué plusieurs spectacles art science autour des enjeux environnementaux et écologiques, dont De la morue, une des cartographies de l'Anthropocène que nous aurions dû découvrir pendant le festival Lumière sur le quai. Mais confinement oblige, on vient d'en parler, nous avons dû annuler, hélas, cette représentation. Quoi qu'il en soit, bonjour et bienvenue Frédéric Ferrer. Bonjour, merci de votre invitation. Et enfin, nous accueillons Boris Pressec. Vous êtes botaniste au Muséum d'Histoire Naturelle de Toulouse, grand observateur de la nature et du vivant. Bonjour Boris Pressec. Bonjour, merci aussi de cette invitation. Alors tous les ans, l'ONG Global Footprint Network calcule le jour du dépassement sur la base de 3 millions de données statistiques émanant de 200 pays. Alors grossièrement, le jour du dépassement de la Terre marque le jour où l'humanité a consommé toutes les ressources que les écosystèmes peuvent produire en une année. Alors depuis le début de son calcul en 1971, cette date intervient toujours plus tôt dans l'année. Et fait exceptionnel cette année, elle est intervenue quasiment 3 semaines plus tard qu'en 2019. S'agirait-il d'un signal encourageant? Boris Pressec peut-être? Oui, alors je ne sais pas trop pour réagir sur cette question exactement par rapport au... bon, pour moi, c'est quand même c'est une bonne nouvelle. C'est une fausse bonne nouvelle, hein. C'est-à-dire que on voit quand même toujours tous ces chiffres ne font que dire que nous consommons et nous détruisons de plus en plus cet environnement qui nous entoure, hein, notre nature. Et du coup, effectivement, ce confinement, il a un petit peu retardé les choses, mais il ne les a pas stoppés, et dans tous les cas, il ne les a pas harmonisés dans notre relationnel entre l'humain et la nature. Il n'a fait que montrer pour moi justement l'impact énorme que nous avons sur cette nature. Christophe Cassou, même question? Oui, ce confinement a permis de réduire les émissions de gaz à effet de serre à l'échelle globale. Moi, j'aurais envie de dire, en fait, uniquement 3 semaines, quoi. Parce que l'arrêt de l'économie a été... il y a la moitié de la population mondiale, donc 3 et quelques milliards d'habitants qui ont été confinés, et on a juste 3 semaines de retard ou de gain plutôt, dans ce jour de dépassement. Donc ce qui montre l'ampleur des changements nécessaires. Frédéric Ferrer, un commentaire aussi sur ce jour du dépassement? Je voudrais aller dans le sens qui est donné là, c'est que je trouve que 3 semaines pour 2 mois de confinement, ça fait ou 2 mois et demi de confinement, je ne sais plus combien de temps on a eu exactement. Ça, en fait, le bénéfice, il n'est pas extraordinaire. Si on veut vraiment gagner, il faudrait qu'on se confine toute l'année, je pense. Non, je fais de l'humour. Hein. Bon, on va en parler justement. Ça tombe bien dans le confinement 2. Ouais. C'est une règle de 3. C'est une règle de 3. Si on se confine 6 fois 2 mois, on peut gagner 6 fois 3 semaines, quoi. Oula. Bon.
On va poser l'opération. Voilà, en tout cas, ce confinement généralisé, il nous a fait penser à une autre situation assez dramatique où, du jour au lendemain, les humains doivent abandonner tout un territoire parce qu'il est contaminé par la radioactivité. Je parlais bien sûr de la zone d'exclusion de Tchernobyl en Ukraine, où après l'explosion de la centrale nucléaire en 86, 200 000 personnes sont évacuées. Donc il y a un large périmètre qui est établi autour de la centrale où aucun être humain ne doit plus s'aventurer. Mais 20 ans après, une équipe de télévision française retourne sur place et alors qu'on imaginait constater des images de désolation, un désert nucléaire, on découvre une nature luxuriante. Les panneaux attention radioactivité ne les inquiètent pas. Pas plus qu'ils n'inquiètent les sangliers, élans et autres loups qui se sont développés rapidement ici au cours de ces 20 dernières années. Les chercheurs du labo de radioécologie de Slavutich ont photographié dans la zone d'exclusion des animaux rares. La faune présente autour de la centrale au moment de l'accident a été décimée, mais d'autres animaux sont venus des zones avoisinantes, attirés parce que l'homme, leur principal ennemi, avait quitté les lieux. Alors c'est impressionnant cette capacité de résilience que semble avoir le vivant. Boris, pour faire l'avocat du diable, quand on voit la capacité justement du vivant à réinvestir des territoires comme Tchernobyl, après la catastrophe, on a pris cet exemple parce qu'il est vraiment emblématique, est-ce que finalement on ne se fait pas trop de soucis quant à nos impacts sur l'environnement ? Est-ce que finalement la nature, elle ne se débrouille pas toute seule ? Oui, effectivement, la nature, elle se débrouille toute seule et puis elle peut se régénérer ou réinvestir des territoires qu'on abandonne du coup à cause du confinement, à partir de petits territoires qui vont se trouver en périphérie, par exemple dans le périurbain toulousain, on va avoir des petits patchs de forêts, de prairies, de zones humides qui vont permettre de jouer le rôle de réservoir de ce vivant qui va après pouvoir se déplacer, parce qu'en fait, cette nature, finalement, elle aussi, elle est confinée. Elle est confinée tout le reste du temps. C'est-à-dire que nous, elle a été confinée quelques semaines. Et la nature, on l'a confinée, on la confine depuis tout le temps, en fait. Quand on s'en rend compte, dans nos parcs, dans nos jardins, dans nos forêts, bien délimitées par des routes, etc. Donc là, on lui a donné l'occasion de sortir et sa très grande résilience lui permet de réinvestir, de se réadapter à ces vides que nous créons. Voilà, pour autant, moi j'écoute ce reportage sur Tchernobyl et je me dis aussi, l'humain, nous faisons partie de la nature. C'est pas la solution, ce n'est pas de confiner la nature. Oui. C'est pas non plus d'être confiné. La solution, c'est d'arriver à accepter cette nature qui re-rentre dans nos espaces et puis surtout de la tolérer. Parce qu'il y a un gros manque de tolérance de cette nature sauvage. Alors c'est le cas, là par exemple sur le confinement qu'on a pu vivre, on a donc eu cet arrêt brutal des activités humaines, mais par rapport à ce que vous disiez là, c'est autant le fait qu'on ait été confiné, plutôt qu'on ait laissé libre des espaces. Alors pour les Toulousains, on peut parler des berges de Garonne ou des berges de Canal, où finalement on a déjà ces espèces d'espaces qui sont déjà en quelque sorte des réservoirs et qui ont du coup encore plus pu se développer en tant que tels. Ah oui, complètement, mais ça concerne aussi même les trottoirs, puisque sur les trottoirs, le fait de ne plus avoir de fréquentation, de désherbage, on a eu toute une flore qui c'est pas une flore rare, c'est une flore commune, mais seulement les espaces disponibles ont été énormes, et cette flore, elle a pu fleurir, en plus à la bonne période, c'était le printemps, attirer des insectes, qui eux-mêmes ont attiré des oiseaux, et donc pour tout le monde, il y a eu une espèce de retour de cette nature. Et alors bien sûr dans les espaces un peu plus sauvages comme les berges de Garonne, les berges de l'Ers, du Canal, on a eu même des renards qui sont revenus peut-être interloqués de chercher les humains, chercher les joggers, etc. Et puis il y avait la place. Et oui, il y avait cette place, donc c'est assez sympa. Mais là où il faut quand même être bien savoir les effets de notre espèce, c'est que ce confinement, il a profité à une nature pour qu'elle explose, qu'elle rayonne un petit peu, mais derrière le choc a été rude quand nous avons réoccupé tous ces espaces-là. Quand on a réinvesti. Parce que la chasse a été arrêtée, par exemple, la pêche aussi a été arrêtée. Mine de rien, toutes ces espèces, en forêt de Boucone, par exemple, les sangliers, les chevreuils, n'ont plus de pression de prédation. Et du coup, on va les retrouver dans les espaces qui, d'un coup, sont réinvestis par l'humain, sans qu'il y ait eu de réflexion, en fait, sur comment réoccuper ces espaces-là, comment revivre avec cette nature sauvage. C'est ça, la réflexion qu'il faudrait avoir. Donc là, ce que vous nous dites, c'est qu'effectivement, il y a eu à la fois le fait qu'on avait plus de temps pour observer la nature, parce que ça a fait pas mal débat. Est-ce que c'est qu'on a eu juste plus de temps pour l'observer et du coup, on voyait mieux ce qu'il y avait autour de nous, ou est-ce qu'il y avait vraiment eu une réappropriation des espaces ?
Donc, les deux. Alors, il y a eu une réappropriation des espaces, et c'est vrai que des espèces en ont profité pour sortir de leur confinement, justement. Hein. Mais il n'y a pas eu une explosion de nature. Non, il n'y a pas eu une explosion de nature. On a été sur des choses qui étaient déjà là, des espèces végétales et animales qui étaient déjà présentes, qui sont déjà là. Il n'y a pas eu une explosion. Bon, 2 mois et demi de confinement, c'est trop court. Il en aurait fallu beaucoup plus. Par contre, ça a été un super outil de sensibilisation. Ça, je pense qu'on a gagné en termes de sensibilisation à l'environnement 10 ans de pratique, quoi. En quelques semaines. Voilà. Et ça c'est chouette parce que on a pu justement mettre en avant toute cette nature sauvage qui profite aussi parce qu'en fait, on l'a bien vu, les personnes qui ont remarqué tout ça le remarquer dans leur cadre de vie, en se disant mais c'est génial de voir tout ça, d'écouter tout ça, autre chose que des voitures, que des avions, etc. Et pour nous, en termes de sensibilisation, pour les naturalistes qui font de la sensibilisation à l'environnement, c'est super, quoi. Voilà, s'il devait y avoir au moins un effet positif, c'est celui-ci. Oui, c'est un changement de regard, en fait. On a eu plus de temps aussi pour regarder sur notre environnement. La question, elle est effectivement sur la mesure de cette baisse de pression anthropique, donc des actions de l'homme sur l'environnement. Christophe Cassou, est-ce que ce sont des éléments au niveau du GIEC, par exemple, et de manière plus générale dans vos travaux en termes de climatologie, évidemment, vous avez plein d'indicateurs. Est-ce que cette question de la place de la biodiversité, par exemple, vous faites le lien dans vos travaux? Est-ce que c'est des indicateurs aussi que vous développez? Alors, on ne développe pas des indicateurs en tant que tels sur la biodiversité. C'est plutôt un autre groupe qui est l'IPBES, qui est en charge de tout cela. Nous, on aborde la question du vivant sous la forme d'acteurs dans le cycle du carbone. Comment le vivant interagit en fait avec le climat en absorbant du CO2, en rejetant du CO2, en contribuant en fait à cet équilibre lié au cycle du carbone. Donc comment les écosystèmes marins, par exemple, capturent du carbone, empruntent de l'atmosphère, le stockent pendant que l'organisme est vivant, puis ensuite le dépose au fond de l'océan. Donc on aborde cette question du vivant sous cet angle-là, je dirais, dans le GIEC. Et au niveau du GIEC, est-ce que vous avez pu, du GIEC, ou en tout cas des données que vous utilisez pour établir les rapports, est-ce que vous avez pu mesurer un impact du confinement dans des données, au niveau du carbone ou d'autres? Alors, je dirais que le confinement, c'est quasiment une expérience de science-fiction qui est devenue réelle à l'aide de nos modèles de climat, à l'aide de nos équations, de notre connaissance du système. On fait ce qu'on appelle nous des expériences de sensibilité, c'est-à-dire que on peut par exemple couper la quantité d'énergie qui vient du soleil. De manière totalement irréaliste, mais de manière forte, pour voir un peu comment le système climatique réagit. Et on avait déjà fait des scénarios où on coupait de manière rapide les émissions de gaz à effet de serre ou les émissions de polluants, et donc pour justement tester nos modèles, voir un petit peu ce qu'ils ont dans le ventre. Et là, donc, on est en train de vivre une expérience, en fait, une expérience de science-fiction, une expérience réelle, et donc on le mesure aujourd'hui. Si on se rapporte au premier confinement, on ne va pas parler du deuxième puisqu'on est en plein dedans, mais la baisse des émissions de CO2 pour la France sur le premier semestre, les premiers 6 mois de l'année, correspond à peu près à 13%. 13% de baisse de CO2, ce qui est assez considérable. À l'échelle mondiale, c'est 7%. Ce qui est quand même déjà quelque chose d'important, mais qui reste quand même minime. Voilà, c'est quelque chose d'important, mais en fait, il faut regarder quel est l'effet de ces 7% sur le climat, parce que c'est 7% des émissions. Et on confond souvent émissions et concentration de CO2 dans l'atmosphère. Donc on a baissé les émissions, mais la concentration, qui correspond à la quantité de CO2 qui reste dans l'atmosphère, elle a continué à augmenter. Parce que même si on baisse de 7%, on émet toujours plus de carbone que ce que le système climatique peut absorber, peut digérer, on va dire. C'est ça, c'est qu'on continue à accumuler, en fait, même si c'est moins, on accumule toujours.
Exactement, oui. C'est l'image de la baignoire qu'on utilise toujours. Hein. C'est un robinet qui est ouvert et puis le siphon également. Et quand le débit du siphon est plus petit que ce qui vient que le robinet, la baignoire continue à augmenter. Donc si on a un petit peu diminué le robinet, le débit du robinet, mais le siphon n'est pas assez gros pour tout absorber. Donc le CO2 s'accumule toujours dans l'atmosphère. Et est-ce que les résultats que vous avez pu mesurer dans le réel, je dirais, viennent corroborer vos modèles mathématiques? Est-ce que vous avez appris aussi sur un plan plus épistémologique, je dirais, sur ces modèles sur lesquels vous travaillez depuis un moment? Oui, tout à fait. Donc, ils nous permettent alors, nos modèles dans ces expériences qu'on appelle de sensibilité nous montraient que si on baisse de manière brutale mais non continue le CO2, on aurait un impact climatique qui serait très minime. Et ce qui est en train de se confirmer aujourd'hui, c'est que si on regarde la température globale de la planète, l'année 2020 sera certainement la deuxième année la plus chaude jamais enregistrée depuis 1850. Et pourtant, on a baissé cette année de 7% les émissions. Par contre, il y a un aspect très intéressant qui valide aussi nos modèles et qui porte sur la diminution des particules atmosphériques ou de la pollution atmosphérique. On a évoqué ici le CO2, mais les émissions de particules, donc de poussière liées à l'industrie, au transport, ont été drastiquement diminuées pendant le confinement. On va jusqu'à des valeurs de 60-70% pour certains composés, certaines poussières liées en particulier au transport et à l'industrie, à la diminution de l'activité des transports et de l'industrie. Et donc on voit que localement, on a des effets qui sont liés à cette baisse de pollution. Et ça, c'est absolument essentiel. Parce que le climat, c'est pas uniquement le CO2. Bien sûr, le CO2 engage la planète pour des décennies. Mais localement, on a aussi l'effet de ces poussières, de ces particules. Et l'effet est notable sur le rayonnement du soleil, par exemple. Mais il est également notable en termes de santé publique. Donc il y a vraiment un co-bénéfice là dans la réduction de l'activité, co-bénéfice dans le sens où c'est bon pour le climat en termes de qualité de l'air et bon pour la santé aussi. Frédéric Ferrer, je rappelle que vous êtes auteur, comédien, metteur en scène. Vous vous intéressez à ces sujets, justement, aux impacts des activités humaines sur l'environnement. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce confinement, enfin ces confinements que nous sommes amenés à vivre? Là, je réagis à ce qui vient d'être dit. J'avais des idées. En fait, c'est le confinement. Pour moi, c'est un formidable moment, même si je suis confiné et que je ne joue plus. Mais c'est un formidable moment d'observation, évidemment, parce qu'on est dans une situation inédite qu'on aurait qui sont plutôt dans les scénarios de science-fiction de certains livres, etc. Et qu'on a la chance de vivre en direct, la chance ou la malchance. Voilà. Ce sera une expérience de notre vie quand même. Oui. Voilà, oui, et puis bientôt avec les applications de traçage qui étaient pensées dans un futur vraiment dystopique, qui vont être peut-être maintenant notre quotidien pour essayer de se protéger les uns les autres. Non, je pensais tout à l'heure, juste je réagis là parce que je pourrais en parler pendant des heures de ce que le confinement produit sur ma créativité et mon imagination. Encore un effet positif. Non, ou pas du tout en fait, aussi parfois. Il ne se passe rien. Mais disons, je reviens sur le confinement pour les animaux, puisque c'était la question tout à l'heure pour les autres espèces. Je me disais, j'avais envie de regarder aussi du point de vue de l'espèce, des différentes espèces animales qui ont peuplé des territoires là où nous n'étions plus présents, plus dehors. Ils ont dû être bien surpris dans un premier temps de plus nous voir, ceux qui étaient habitués à nous voir. Donc c'est dans leur regard aussi, dans leur assurance peut-être, ils ont pu, je lisais Bastien Morisot qui disait que les loups prenaient les routes très facilement quand les routes n'étaient pas occupées. Peut-être que les animaux ont pris beaucoup plus de convivialité et d'espace sur nos territoires en s'adaptant assez bien finalement à nos territoires construits. Et peut-être que le déconfinement brutal, parce que pendant pas mal de temps quand même, ils n'ont plus vu les chasseurs et les pêcheurs. Et peut-être que le déconfinement brutal a été une surprise violente pour eux,
parce que les plus jeunes n'avaient pas été éduqués par leurs parents, les plus jeunes de ces animaux, par leurs parents, qu'il fallait se protéger absolument de nous. D'où la surprise des plus jeunes nés dans le confinement de découvrir d'un seul coup des gens avec des fusils devant eux et peut-être pas assez de protection, pas assez de réaction comme ça, de protection et de volonté d'aller se cacher. Boris Pressac, vous vouliez peut-être réagir sur l'appropriation par les loups. Oui, non, mais c'est vrai. Hein. De toute façon, toutes ces espèces, on les appelle commensales, c'est-à-dire que ce sont des espèces animales et végétales qui vivent déjà avec nos activités. Alors en général, elles vivent cachées parce qu'on essaie de s'en débarrasser quand elles sont trop présentes. Puis là, du coup, elles étaient présentes beaucoup plus. Mais elles sont déjà adaptées à notre présence, à nos infrastructures, à notre éclairage, etc. Hein. On voit bien sûr des hérissons, des chauves-souris, des écureuils, tout ça. On les voit dans nos grandes villes, même dans les plus grandes villes. Et là, effectivement, moi, c'est ce que je disais aussi, c'est-à-dire qu'il y a des oiseaux qui ont niché, par exemple, plus bas que d'habitude parce qu'ils n'étaient plus dérangés. Et d'un coup, le nid était fait et puis les gens arrivent, ressortent d'un coup avec les dérangements incidents, hein, les bruits, les mouvements, etc. Et ça perturbe effectivement les nichés, ça perturbe les mises bas à une saison où des mammifères mettent bas aussi. Donc c'est sûr qu'il y a eu... mais ça, on n'a pas pu le mesurer. Ça, on ne peut pas le mesurer parce que on ne mesure pas, dans tous les cas, on n'étudie pas suffisamment cette écologie de ces espèces-là qui sont liées à nos activités, à notre présence. Il aurait fallu le faire. Pardon, peut-être qu'il y a eu une baisse de la vigilance de la part des espèces, en fait. Oui, complètement. Ouais. Il y a eu une baisse de vigilance, oui. Notamment, effectivement, les chevreuils, les sangliers. Moi, je le vois en forêt de Bouconne, hein, avec des espèces, parce que je continue à y aller, du coup. Je voyais chose que j'avais jamais vue, effectivement, des sangliers le matin au bord de la route. Voilà, alors que le matin, au bord de la route, d'habitude, les sangliers, ils s'en vont et ils vont se réfugier au fin fond de la forêt parce qu'il y a des battues tous les week-ends en forêt de Bouconne. Pour les non-toulousains, la forêt de Bouconne, ça se trouve où à peu près ? Oui, pardon, la forêt de Bouconne, c'est au nord-ouest de Toulouse, hein, c'est à côté de Pibrac. C'est un grand massif forestier et c'est la grande zone récréative des Toulousains. Par exemple, là, il y a des espèces qui vont bien profiter du second reconfinement, ce sont les champignons. Parce qu'il y avait cette année, alors dû peut-être à une... Mais c'est ce dont je vous parlais, c'est-à-dire que les gens se sont de plus en plus tournés vers du prélèvement dans la nature, donc d'espèces végétales et puis de champignons. Et cette année, j'ai jamais vu autant de voitures au bord des forêts que... Voilà, et en forêt de Bouconne, c'était des dizaines et des dizaines de voitures de personnes qui allaient chercher des champignons dans un massif forestier qui est quand même pas très grand. Et puis là, d'un coup, le reconfinement arrive. Bon, mais c'est bien pour les champignons parce qu'il y allait avoir trop de pression sur les champignons, par exemple. Ouf. Et on en arrive à la conclusion assez étrange quand même, que peut-être notre augmentation de sensibilité à la nature est peut-être une mauvaise chose pour la nature elle-même. Faut moins se reconnecter. Oui, c'est-à-dire que là, ça nous amène à nous poser des questions et à se dire justement que ces massifs forestiers, ils ne sont pas assez importants. Que nous avons besoin d'aller dans cette nature, faire du prélèvement, de la cueillette, du loisir, mais qu'en fait, elle n'est pas assez présente. Et pour moi, non seulement elle n'est pas assez présente, mais en plus, elle est encore trop confinée. Je pense aux parcs qu'on trouve à Toulouse, par exemple, mais c'est pareil pour les parcs qu'on trouve dans toutes les grandes villes toulousaines. Ils sont grillagés et clôturés. Ce sont des parcs où vous ne pouvez pas y accéder en dehors de certaines heures. Pour moi, ça me paraît incompréhensible. C'est de la nature, elle doit être disponible jour et nuit. Donc, on doit pouvoir s'y balader. Et d'ailleurs, dans beaucoup de pays, les parcs urbains ne sont pas clôturés. Comme ça, on peut s'y promener même la nuit, sans aucun problème. Alors, il y a une chose qui est fascinante aussi dans tout ça, c'est la rapidité, la vitesse avec laquelle les choses bougent ou semblent bouger. Puisque là, effectivement, Frédéric nous dit les espèces, elles vont en profiter, mais peut-être que les petits ne vont plus savoir, en fait, la relation à l'homme. Est-ce que ça se joue comme ça sur des temps très courts, ou alors est-ce que je sais pas, le fait que les sangliers et tout leur rejeton oublient la présence de l'homme, c'est quand même sur plusieurs générations, non ? Non, oui, c'est sur plusieurs générations. Ce sont des animaux qui vivent quand même suffisamment longtemps pour se rendre compte s'adapter à des changements qui interviennent très très vite, surtout que des changements brusques comme ça, ils sont déjà intervenus à d'autres occasions. Ça a pu être, je ne sais pas moi, des catastrophes industrielles, tu parlais de Tchernobyl, mais on a eu AZF ici. Il y a d'autres choses qui ont permis, par exemple, d'un coup, quand AZF a explosé, il y a eu aussi, c'est peu su, mais 200 tonnes de rejets en moins azotés dans la Garonne par an.
Tout ça, ça a fait revenir aussi une faune de poissons qui avait disparu de cette zone-là. Oui, quand on voit les photos du site d'AZF aujourd'hui, enfin de l'ancien site d'AZF aujourd'hui, c'est impressionnant parce qu'en fait c'est beau, c'est la nature, il y a des mares, il y a des arbres, il y a de la verdure partout. Oui, exactement. Ouais, c'est un site qui est pas mal du tout. Il y a un photographe qui a fait un travail là-dessus qui s'appelle Émeric Luisset, qui a fait un travail dans le cadre de la résidence photographique 1+2. Et notamment, il a fait des photos sur le site d'AZF. Et c'est vrai que si on ne sait pas que c'est le site d'AZF, il n'y a aucune chance de se dire qu'il s'est passé une catastrophe de ce type-là. On a tous envie d'aller y pique-niquer, par exemple. Oui. Alors si on allait parler un peu plus de morue, par exemple. C'est ça, on va changer d'espèce, on est parti sur les poissons, on va aller sur d'autres poissons, mais de mer cette fois, pour parler un peu plus de votre travail, Frédéric. Alors je vous propose d'écouter un court extrait de votre spectacle qui s'appelle donc De la morue, qui a été enregistré à Montfort, à Paris, le 10 mars 2018. Alors nous sommes au tout début du spectacle et vous nous présentez la principale protagoniste de votre pièce. On est ici dans la zone territoriale de la Grande Morue, bien sûr du Groenland, mais surtout de cette morue qui est présente dans tout l'Atlantique du Nord-Ouest, qu'on appelle Gadus morua, c'est-à-dire en fait la morue de l'Atlantique, c'est-à-dire en fait elle. Voilà, qu'on appelle en fait très souvent la morue franche, aussi. Ou la morue commune, ça dépend. Mais que nous en France on appelle le cabillaud. Qui vient du nom flamand cabellio. Qui a donné, mais alors chez les Flamands, parfois le K et le B se sont inversés, donc ça a pu donner parfois bacalhau. Et donc ça donnait en basque bacalao, qui en espagnol, mais tout ça c'est le même poisson. En espagnol ça a donné bacalao et en portugais bacalao. Mais ça désigne le même poisson. Il y a peut-être une petite différence à faire, c'est que nous en France, quand on dit cabillaud, en général ça désigne toujours ce poisson-là, mais ça désigne plus la manière de le préparer, c'est-à-dire ça désigne le poisson frais, par opposition à la morue qui ne serait pas fraîche, c'est-à-dire à la morue, par exemple à la morue séchée. Mais c'est toujours le même poisson, la morue séchée, qu'on appelle partout ailleurs en Europe le stockfish. Le stockfish, c'est-à-dire stock bâton, fish poisson, le poisson bâton, le poisson qui a séché sur un bâton, c'est ça que ça veut dire. Par opposition à la morue verte, qui est toujours le même poisson, mais la morue verte c'est la morue salée. Là aussi on est sur la préparation finalement. Et au Moyen-Âge, elle portait encore un nom global dans tout l'Occident chrétien, peut-être un nom plus générique aussi, on l'appelait plus simplement le poisson. Voilà. Alors c'est un extrait donc de La morue de votre compagnie Verticale Détour, Frédéric Ferrer. Donc c'est un extrait de ce spectacle qui est la cartographie numéro 6. C'est la 6e cartographie de votre Atlas de l'Anthropocène. En quoi consiste ce projet d'Atlas de l'Anthropocène, Frédéric Ferrer ? C'est un projet au tout départ que je n'avais pas pensé du tout comme un atlas. Il y a eu une première cartographie que j'avais faite il y a 10 ans maintenant, il y a 11 ans, autour d'une expérience de la NASA avec des petits canards en plastique jaune qu'avaient lancé des paléoclimatologues. Faut nous expliquer ça. J'en ai trouvé un d'ailleurs, je l'ai gardé. Alors, c'est la NASA qui avait jeté dans une expérience pour tenter de mesurer la vitesse de l'écoulement de la glace et d'un glacier en particulier au Groenland qui s'appelle le glacier Jakobshavn. En fait, ils voulaient mesurer l'existence ou non, je le fais très rapide là, mais l'existence ou non de courants sous-glaciaires qui auraient pour impact et conséquence d'accélérer, on va dire, le glissement de la glace sur le substratum rocheux. Et donc pour cela, ils ont jeté des canards en plastique jaune, des canards de bain en fait, dans un trou du glacier, dans un moulin en fait, et ils s'attendaient à retrouver les canards 20 km en aval à la sortie du glacier. Donc ils ont jeté 90 canards et ils en ont retrouvé aucun. Et donc, ils ont lancé... Alors, donc, évidemment, ça pose une question, c'est où sont les canards, évidemment. Et donc, ils ont lancé un appel international à les chercher. Et moi, j'ai tenté de répondre à cet appel. Et donc, je suis allé chercher les canards au Groenland. Et j'ai mené l'enquête auprès de ceux qui travaillaient et qui travaillent sur la question des canards, mais surtout sur la question de la glaciologie et de la glace au Groenland. Et c'est comme ça d'ailleurs que j'ai rencontré Valérie Masson-Delmotte, qui maintenant dirige le groupe d'experts intergouvernemental sur le climat. Voilà, et qui d'ailleurs, je l'interroge dans cette enquête que je fais au Groenland. Et je l'ai présenté sous la forme d'une conférence avec PowerPoint, avec tous les outils du conférencier, une conférence décalée qui présente différentes hypothèses de localisation du canard aujourd'hui dans le monde. Et cette manière de traiter d'une question et d'un territoire
qui pose la question de l'Anthropocène, m'a donné envie, juste après, de travailler sur une autre question qui m'intéressait aussi, toujours en lien avec le Groenland, parce que j'étais tombé complètement par hasard, je vous le fais très rapide, mais j'étais tombé vraiment par hasard sur une émission de télé un soir, très tard, enfin tardivement dans la soirée, dans le journal télévisé, où d'un seul coup, Valérie Masson-Delmotte, que je venais de rencontrer, était opposée à Claude Allègre, dans un débat. Dans un débat, je me rappelle, j'étais dans un café à Villeneuve-les-Avignon, parce que j'étais à ce moment-là en résidence à la Chartreuse, mais la télé ne marchait pas, ni Internet. Et donc j'étais dans un café en train de boire un verre, et je vois ce débat, et là les bras m'en tombent, parce qu'ils parlent tous les deux d'Éric le Rouge au Groenland vers l'an 1000. Et pourquoi Éric le Rouge a appelé ce territoire Terre Verte, Groenland, parce que c'est lui qui l'a baptisé Terre Verte. Et Claude Allègre disait, ça pose problème évidemment, puisque c'est pas vert, c'est blanc. Eh oui. Et donc ça pose évidemment problème. Et là, il y a toute une... Donc ça veut dire qu'il faisait beaucoup plus chaud au Moyen-Âge qu'aujourd'hui. Or, les Vikings n'émettaient pas de dioxyde de carbone. Après, la boucle, on l'a fait rapidement. Hein. Et donc le changement climatique, il était d'origine naturelle et pas d'origine anthropique. Et ça devient vertigineux. Et le débat, et moi je n'en revenais pas qu'il y ait un débat sur cette question-là entre lui et Valérie Masson-Delmotte. Et Allègre avait une manière de parler très... il est assez brillant dans sa prise de parole, etc. Et donc en écoutant ce débat, je me suis dit, mais je vais faire une deuxième cartographie pour savoir qui a raison. Qui a raison. C'est-à-dire les climato-sceptiques ou ceux que j'appelle, enfin, quel clan principal aujourd'hui avec un nom qui n'est pas très joli, mais que j'appelle les réchauffistes. Mais ceux qui considèrent, qui diagnostiquent évidemment le changement climatique, il est d'origine anthropique, on n'a plus besoin de le prouver, quoi. Mais donc après, c'est une enquête autour de Éric le Rouge a-t-il menti, n'a-t-il pas menti, le Groenland était-il vert, n'était-il pas vert, et voilà. Et petit à petit, l'idée et là je réponds à votre question définitivement, enfin, je vais essayer. Merci. Mais l'idée de passer d'un territoire à l'autre et d'une question à l'autre, à chaque fois en prenant en jeu un territoire et une question qui se pose à cet endroit-là, je me disais que ça pouvait faire un atlas d'aujourd'hui, un atlas de l'Anthropocène. Et donc il est né il y a 10 ans. Je suis peu productif au sens où je fais ça s'appelle des cartographies, j'en fais une tous les 2 ans à peu près. Et donc là, avec la morue, j'en suis à la 6e. Après m'être intéressé dans la 3e à un moustique et aux maladies qu'il véhicule, et dans la 5e, c'est une commande qui m'avait été faite par le Centre national d'études spatiales autour de l'exobiologie et nos capacités d'aller vivre ailleurs. Donc là, c'était carrément en dehors de la Terre. Alors c'est intéressant parce que vous travaillez, vous aussi, Christophe Cassous, sur l'Anthropocène, sous l'angle scientifique. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce genre de démarche? Est-ce que d'après vous, c'est de nature à justement pouvoir mobiliser un large public autour de ces enjeux, pouvoir aussi diffuser de la connaissance scientifique auprès des publics? Oui, je pense que c'est absolument essentiel d'avoir cette démarche et d'associer l'art, l'histoire, l'étude des sociétés humaines pour justement comprendre les échelles de temps, les échelles d'espace, les grandeurs associées à ce changement climatique qui sont considérables. Si le climat est vissé, l'histoire des sociétés est vissée au climat. Et cette histoire des sociétés, elle s'établit sur des échelles de temps qui sont quand même relativement longues. Là, Frédéric, tu parlais du Groenland, donc c'est le début du Groenland et des premiers peuplements qui se sont au début du Moyen Âge. Donc il y a à peu près 1000 ans. Et on voit que le climat en fait a contrôlé l'évolution de ces sociétés-là, qui se sont habitués à ensuite, surtout adaptés à un climat qui s'est refroidi pendant le petit âge glaciaire, et mais tout ça, ça s'est réalisé sur des siècles, sur 4-5 ans.
Là, on est en train de vivre aujourd'hui un changement climatique qui est extrêmement rapide et donc qui est difficile pour nos sociétés humaines parce qu'elles sont vulnérables en fait. Mais c'est absolument essentiel, je pense, d'avoir ce mariage, ce dialogue entre l'art, la culture, la littérature sur ces questions climatiques parce que le climat, ça touche au vivant et dans le vivant, il y a toutes ces composantes-là. Alors, dans ces démarches d'appropriation du vivant, Boris Pressek, là, on parlait d'art, de culture, de conférences. Il y a aussi tout ce qui est approche sur la découverte et l'appropriation en le découvrant, en apprenant à l'identifier, à le remarquer. C'est vrai que vous êtes au Muséum d'Histoire Naturelle, donc vous faites habituellement ce genre de démarche. Comment vous vous y prenez ? Excusez-moi, de médiation. Oui. Oui, au Muséum d'Histoire Naturelle, le Muséum d'Histoire Naturelle est un outil de conservation d'espèces animales et végétales mortes, principalement. Et pour s'inscrire aussi dans notre époque, et puis parce que nous avons aussi cette sensibilité, cette déontologie, nous avons mis beaucoup l'accent sur la sensibilisation, les activités de médiation. Et oui, ça ce sont des choses qu'on fait, qu'on remarque. Bon, pour rebondir sur ce qui a été dit, c'est vrai que l'histoire, on nous pose souvent des questions sur justement ces relations anciennes que l'humain tisse avec la nature. Mm-hmm. Et je crois que les gens n'ont pas l'habitude, on n'arrive pas à voir que nos milieux sont occupés depuis, ici en France, en Europe, ça fait plus de... je dirais une bêtise, mais ça fait plus de 400 000 ans que l'humain sillonne toute cette nature. Donc toute la nature qu'on a ici présente, c'est une nature qui a déjà été fréquentée, transformée. L'Anthropocène, ça concerne aussi le milieu naturel sauvage. Mm-hmm. Voilà, tout a été modelé déjà par nos activités humaines. C'est ça, nos paysages, en fait, ne sont pas des paysages, c'est pas de la forêt primaire, quoi. Non, voilà, il n'y a pas de milieu primaire au sens où on entend primaire, c'est-à-dire au sens où l'humain est exclu. L'humain est présent ici, mais partout d'ailleurs, partout. Tous ces paysages, ils sont le résultat de milliers d'années de feux de brousse, de forêts, etc. etc. On a favorisé aussi certaines espèces végétales, favorisé certaines espèces animales. Donc voilà, il faut vivre aussi avec cet héritage-là. Et c'est ce qu'on essaie de faire comprendre aussi au muséum. C'est-à-dire que on n'est pas pour une nature, pour figer une nature. On est pour surtout que la nature, le vivant, il évolue en permanence. Il change en permanence sous l'effet du climat, sous notre effet à nous, sous l'effet aussi d'autres éléments de la nature. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est dur à accepter. Justement, je parlais ce matin là, du canal du Midi avec quelqu'un. On veut absolument figer le paysage du canal du Midi avec ces platanes c'est stupide en fait. Image poétique. Oui, voilà, exactement. Et le fait d'avoir un classement à l'UNESCO, je crois, du canal du Midi, ça fige un paysage qui est vivant. C'est pas possible. Le paysage vivant, il va forcément évoluer. Les platanes, ils vont tomber. On ne peut pas les mettre sous perfusion pour qu'ils persistent encore plusieurs siècles. Bon, ça concerne tout le vivant, en fait. Ça concerne tout le vivant. Et le but du vivant, c'est de vivre. C'est de s'affranchir de ces barrières politiques qu'on veut mettre partout, en se dispersant. Les effets du réchauffement climatique, nous, naturalistes, on ne discute pas sur est-ce qu'il y a un réchauffement ou pas. À qui est dû le réchauffement. On est par contre sur un constat qui est que effectivement les espèces végétales et animales sont en train de se déplacer sous l'effet d'un réchauffement. Ça, on ne peut pas le nier, personne ne peut le nier. C'est un constat. Voilà, c'est un constat. Il y a des espèces méditerranéennes qui remontent de plus en plus vers le nord. Mais cette nature, elle s'adapte. La nature sauvage, elle s'adapte et elle s'adaptera. Il n'y a pas aussi de catastrophisme à avoir dans le fait est-ce que la nature va persister. Oui, bien sûr, elle va persister. Elle va changer, mais elle va persister. On aura beaucoup plus de soucis pour ce réchauffement climatique avec nos activités humaines et avec nos espèces domestiques. Parce qu'effectivement, les grandes espèces que nous cultivons, que nous élevons, ne sont pas adaptées à ce genre de choses. Alors ce qui est intéressant quand on vous écoute, c'est que en fait, on a l'impression vous nous racontez alors des histoires au sens, c'est pas pour mettre en doute la parole, c'est simplement pour dire que c'est important cette mise en récit de l'Anthropocène. Et je reviens vers vous, Frédéric Ferrer, parce que le fait qu'un auteur dramatique s'intéresse à ce sujet et surtout le mette au cœur de son travail pour créer un atlas de l'Anthropocène. Habituellement, ce serait plutôt des géographes ou ce serait plutôt des botanistes ou des scientifiques, je dirais. Donc ce travail de mise en récit, on constate qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'artistes, de plus en plus d'auteurs qui s'intéressent à ces questions et qui essayent de construire un autre récit, justement, du futur, déjà du présent, c'est-à-dire d'expliquer la façon dont on vit, l'environnement, et puis vers quoi on va. Donc c'est comme ça que vous voyez aussi votre travail ?
Oui, c'est-à-dire que après, il y a toujours eu des récits de science-fiction, hein, et des gens qui ont travaillé sur l'avenir, sur des artistes, des auteurs qui ont essayé d'imaginer l'avenir. Oui, mais c'était plutôt les voyages dans l'espace, c'était plutôt la colonisation des planètes, l'expansion humaine. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, on a l'impression que ça fait moins rêver, notamment les jeunes générations. Oui, peut-être. Oui, parce qu'on sait que... C'est-à-dire que la Terre, en fait, elle est rentrée vraiment dans nos histoires, là, maintenant. C'est ça, la grande nouveauté. C'est que l'Anthropocène, c'est l'arrivée, c'est la prise en compte... Les enjeux écologiques sont devenus la grande question de l'évolution du vivant sur cette Terre. Et ça, c'est apparu peu à peu. Et c'est les... Enfin, aujourd'hui, on va pas... Si on veut parler, je vais parler du théâtre, moi, mais si on veut s'intéresser aux questions qui travaillent la société aujourd'hui au théâtre, je vais pas monter le bourgeois gentilhomme. Non, mais voilà, je vais m'attaquer aux questions qui sont les miennes aujourd'hui. Et ces questions, elles sont, c'est pas des questions engagées pour qu'elles soient engagées, c'est les questions d'aujourd'hui, c'est des questions qui se posent à nous vivants. Et si le théâtre veut être, là je parle du théâtre, mais en phase avec les questions de ses contemporains, il faut qu'il s'attaque aux questions qui travaillent l'Anthropocène. Et de cette manière-là, je pourrais dire que l'Anthropocène est une véritable chance pour la fiction, parce qu'il ne cesse de poser de nouvelles questions. C'est une usine à fabrication de nouvelles questions, l'Anthropocène. Et c'est merveilleux. Et c'est pour ça que moi, j'adore travailler avec les scientifiques en partenariat, etc. Parce qu'à chaque fois, en face de moi, j'ai que des points d'interrogation qui se posent, qui sont de plus en plus nombreux. Au fur et à mesure de l'appréhension qu'on a de plus en plus complexe des interdépendances, du monde dans lequel nous vivons, qui était, je sais pas, qui avait l'air beaucoup plus simple quand j'étais plus jeune. Alors, Christophe Cassou, sur les questions qui fusent, vous avez abordé, enfin, vous avez même participé à l'expérience Le Train du Climat. Alors, les questions ont fusé côté scientifique, est-ce qu'elles ont fusé de la même manière côté appropriation par la société, comme l'évoque Frédéric ? Oui, totalement. Non, moi, ce que je retiens de cette expérience du train du climat, donc c'est un train avec une exposition qui a circulé pendant 3 semaines en France avant la conférence de Paris. Donc un train qui a accueilli 27 000 visiteurs. Qui a sillonné toute la France. Qui a sillonné toute la France, voilà. Et moi, ce que j'en retiens, c'est pour rebondir sur ce que Frédéric disait, c'est que pour faire passer les messages sur le climat, il faut toucher à la perception. Il faut toucher à la relation qu'on a au vivant, à la planète et à l'autre. Et quand on arrive à inscrire le climat dans ce prisme-là, il est tout naturellement, il y a une prise de conscience et une sensibilisation qui se fait. Et on devient acteur en fait des changements climatiques et acteur pour construire les futurs et les imaginaires futurs. Et ça, c'est absolument essentiel. Et je pense qu'il y a une rupture quand même en termes de société qui est assez récente et donc qui est liée à l'Anthropocène. C'est que le climat a toujours été considéré comme quelque chose que l'on subissait et auquel on devait s'adapter. Ouais. Et aujourd'hui, on a la preuve que nos activités humaines modifient le climat local, certes, mais modifient aussi le climat à l'échelle planétaire. Et donc on passe de cet état où on doit s'adapter, on subit et on ne peut rien y faire, c'est le hasard, à quelque chose un état d'esprit où on est moteur en fait des changements futurs. Et on est responsable des changements futurs. On devient acteur. On devient acteur. Et ça, c'est très différent. La perception, la relation qu'on a avec le climat, en fait, devient très, très différente. Et puis, ça permet aussi d'aborder quelque chose qui est constitutif de la vie, c'est la notion de risque. Les changements climatiques vont induire des risques, il faut minimiser les risques pour les générations actuelles, pour les générations futures, il faut penser à l'avenir. Et c'est une manière d'imaginer le futur qui
qui est très différente par rapport à même il y a 40-50 ans. Hein. Boris Pressec, cette idée que justement on peut tous être acteurs de ce nouveau récit du vivant et du futur qu'on est en train de construire, vous le pratiquez aussi à travers ce qu'on appelle les sciences participatives, c'est-à-dire que vous associez, vous organisez des sessions pour le public où des gens vont être amenés à collaborer, à contribuer à l'élaboration des connaissances sur le vivant. Oui, alors bon, pour parler des sciences participatives, ce sont des sciences qui permettent à tout un chacun effectivement de se mêler de la connaissance du vivant qui nous entoure. Mais surtout, nous, on participe au fait que cette connaissance, elle est disponible pour tout le monde. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on se retrouve dans des situations assez hallucinantes où tous là, on est quasiment incapable de nommer, par exemple, d'aller dans la rue comme ça et puis de nommer les 20 espèces de plantes qu'on va trouver sur les trottoirs. C'est quand même assez extraordinaire parce que on peut nommer tout un tas de choses, d'objets du quotidien, etc. Mais ce vivant qui nous entoure, on est incapable de le nommer. Et donc, le travail qu'on fait, le travail que moi je fais avec tous mes collègues naturalistes, c'est justement de montrer qu'on peut se réapproprier ce vivant. Alors, se le réapproprier au sens noble du terme, c'est-à-dire que cette connaissance de ce vivant, de ces végétaux, ces animaux qui nous entourent, elle est essentielle déjà d'une part pour les accepter, pour les respecter, et puis elle est essentielle aussi parce que ce vivant, il va nous aider dans nos démarches d'avoir un meilleur cadre de vie au final, parce que effectivement, ce climat il se réchauffe. Le premier qui va embêter, c'est l'espèce humaine, bien avant d'embêter les espèces végétales ou animales qui vont se déplacer, comme je vous disais. Donc voilà, on a effectivement ce gros travail de sensibilisation. Les sciences participatives, c'est un moyen qui permet de montrer aux personnes qui s'y intéressent qu'eux-mêmes peuvent être acteurs de la connaissance de ce vivant, acteurs de la préservation aussi de ce vivant, c'est ça aussi qui est important, et puis eux-mêmes acteurs de sensibilisation, parce qu'une fois qu'ils vont le connaître, qu'ils vont l'avoir identifié, ils vont pouvoir sensibiliser leurs voisins, leurs enfants, etc., etc. Oui, c'est une façon de faire diffuser un peu ce savoir. Alors, je voudrais insister, revenir sur juste ce fait que les scientifiques alertent déjà depuis plusieurs dizaines d'années. On avait envie de vous faire écouter un dernier extrait audio, justement, un extrait sonore. C'est un court reportage qui a été diffusé dans le journal de 13h de la chaîne La 5, hein, pour ceux qui se souviennent. C'était début 1990, le 26 janvier 1990. C'était un reportage sur La fin du monde est-elle proche, ça s'appelait « À la fin du monde est-elle proche ?» Et plusieurs scientifiques étaient interviewés, comme Paul Carreau ou Jean-Marie Pelt, et écoutez ce qu'il disait. Qui seront les chevaliers de l'Apocalypse? Comment mourra la Terre? À cette question mythique, la réponse des scientifiques est tout à fait contemporaine. Eh bien, moi je pense que la fin du monde, elle viendra par l'homme lui-même. On sait que le Soleil s'éteindra dans 4,5 milliards d'années, que dans 3,5 milliards d'années, il fera déjà très très chaud et qu'on ne pourra pratiquement plus survivre. Donc on est certain que la Terre, elle, s'arrêtera telle qu'elle fonctionne aujourd'hui. Mais elle peut s'arrêter beaucoup plus tôt si nous faisons beaucoup de bêtises. C'est une rupture de la quotidienneté, quoi, la fin du monde. Une rupture énorme de la quotidienneté. À la psychose de l'holocauste nucléaire des années 80 succède l'empoisonnement de la planète. L'eau, la terre, l'air sont contaminés par l'activité industrielle. Une menace qui n'a rien de mythique. Le degré de la menace est sérieuse puisque en 50 ans, on a détruit la moitié des grandes forêts du monde. Bon, à ce rythme, dans 50 autres années, il n'y a plus de forêt et on a par conséquent détruit la couverture végétale de la planète. Et sans plantes, il n'y a pas d'homme, ça tout le monde le sait. Oui, Boris Pressec, c'est ce que vous disiez, sans plantes, il n'y a pas d'hommes et c'est les hommes qui vont d'abord souffrir de ce réchauffement climatique. Oui, changement climatique. Ce sont les humains. Alors ce que j'écoute là, c'est intéressant parce que j'ai lu il n'y a pas longtemps un livre que j'aurais dû lire depuis très longtemps, qui est le Printemps silencieux de Rachel Carson. Et c'est une personne qui disait en 1952 quand même, aux États-Unis, qui montrait toutes ces catastrophes écologiques dues à l'utilisation de produits phytosanitaires, mais pas seulement, à l'industrialisation énorme des États-Unis à l'époque. Ça aurait pu être fait en Europe. Et effectivement, alors on ne va pas détruire la vie. La vie, on ne peut pas la détruire, donc il y aura toujours du vivant. Par contre, notre cadre de vie, notre ambiance, les bruits des oiseaux, la vision des renards, etc., les plantes, un coquelicot qui fleurit, c'est tout ça qui est menacé. C'est tout ça qui est menacé, et donc au final, c'est ce qui participe à notre bien-être, beaucoup plus que la possession d'objets. Bon, voilà, etc. Christophe Cassou, vous vouliez peut-être réagir sur cet extrait sur les chevaliers de l'Apocalypse? Oui, en tant que climatologue, on voit bien que l'alerte avait été donnée dans les années 90, et puis on est passé de l'alerte climatique dans ces décennies-là à l'urgence climatique aujourd'hui. Est-ce que
l'accroissement des connaissances, l'augmentation des connaissances montre en fait, en termes de climat, que tout cela correspond à un équilibre qui est très subtil et qui est très fragile. C'est vraiment une horloge suisse, le climat. Et dans son dernier rapport, le GIEC a montré quels seraient les impacts d'augmenter la température de 0,5 degré à l'échelle globale. 0,5 degré, c'est tout petit. Et en fait, les impacts sont considérables. Donc on voit qu'en fait, on parle là d'un système. Il y a beaucoup de personnes qui utilisent le mot machine climatique. Et je trouve que c'est vraiment un mot horrible parce qu'on est dans un système climatique où tout est interdépendant, tout interagit et tout est extrêmement fragile. Et on peut, à cause de cette fragilité, basculer vers des nouveaux états qui conduisent à des changements qui peuvent être vraiment radicaux. Mais on ne sait pas quand est-ce que cette bascule peut s'établir. Est-ce que c'est à des niveaux de réchauffement de 2 degrés, de 3 degrés, de 5 degrés ? Donc la sagesse, c'est de ne pas se rapprocher des réchauffements les plus élevés pour éviter d'avoir ces points de bascule qui peuvent emporter une grande partie de la biodiversité et puis des sociétés humaines, parce qu'on est quand même, comme disait Boris, on est quand même peut-être l'espèce animale qui est une des plus vulnérables. Alors justement, pour terminer, aller vers la fin de cette émission et revenir sur notre question originelle, c'est-à-dire le confinement, enfin en tout cas du début, le confinement des humains est-il bon pour le climat, pour la planète, pour la faune ? On a dit que c'était une expérience grandeur réelle assez improbable, qu'on n'avait pas imaginé vivre. Psychologiquement, il faut aussi souligner que c'est pas facile pour nous tous de vivre ce confinement. Et puis évidemment, économiquement, c'est assez insoutenable. Donc on imagine bien que ça va pas être la solution qu'on va employer à l'avenir pour justement réduire ces fameux gaz à effet de serre et puis globalement notre pression sur l'environnement. Alors évidemment, vous n'avez pas de boule de cristal, je ne vais pas vous demander comment on va faire demain, quelles sont vos idées, mais est-ce que ça peut nous inspirer quand même ce confinement ? Est-ce que, par exemple, l'idée d'aller vers une forme de ralentissement d'un certain nombre d'activités, on a entendu des propositions qui concernaient par exemple le transport aérien, qui consistaient à dire peut-être qu'on pourrait, alors peut-être pas rationner le nombre de déplacements par an, par habitant, mais en tous les cas privilégier le train quand c'est possible par rapport à l'avion, enfin ce genre de choses. Comment vous voyez le futur proche à la suite de ce confinement, Christophe ? Oui, je pense que ce confinement, il nous permet de nous vraiment nous poser la question de notre futur, parce que je parlais au tout début de l'émission des réductions de gaz à effet de serre, elles sont de l'ordre de 7% à l'échelle mondiale, et c'est ce qu'il faudrait maintenir chaque année, en tout cas faire chaque année pour arriver en 2050 à ce qu'on appelle la neutralité carbone et à stabiliser le climat à 2 degrés. Et on voit bien qu'on ne peut pas confiner chaque année. C'est absolument impossible. Donc ce qui montre qu'il faut transiter vers un autre fonctionnement de la société. Et dans cette transition, peut-être qu'il faut se poser des questions essentielles qui sont ces questions-là, ça peut être notre rapport au temps, qu'est-ce qu'on peut lâcher ? Parce qu'il va falloir lâcher des choses. Et qu'est-ce qu'on peut préserver ? Comment on peut moduler tout ça ? Il y a les pensées de Bruno Latour qui sont très intéressantes à ce niveau-là. La question de l'essentiel. Il ne s'agit pas de revenir, évidemment, à l'ère des Amish, comme des sociétés, comme des Amish. Que nous n'avons jamais été. Que nous n'avons jamais été. Il s'agit vraiment de se poser la question de l'essentiel. Et moi, je dirais qu'il y a deux... Dans cet esprit de changement, il y a 2 aspects. Le premier, c'est ne pas nuire. C'est agir en arrêtant de nuire. C'est-à-dire ne pas déforester. Ça ne sert à rien de planter des arbres si on continue à déforester. La première chose, la plus logique, c'est de ne pas déforester. Et la deuxième, c'est de transiter vers une économie qui serait décarbonée, et donc, mais qui serait basée également sur la justice sociale, l'équité. Donc ça serait une occasion formidable en fait de transiter vers un mode de vie qui serait beaucoup plus juste et qui serait compatible avec la physique climatique, la physique du système climatique et cette limite à vers 2 degrés qu'il faudrait absolument respecter. Frédéric Ferrer, même question, en guise de conclusion de votre côté, en tant qu'artiste, en tant que comédien, comment ce confinement il va vous nourrir ? Tout à l'heure, vous disiez que c'était pas si facile que ça, finalement, d'écrire quand on est tout seul et on est isolé des autres.
Oui, enfin, à titre personnel, moi j'ai rarement autant commencé et annulé des projets aussi rapidement. Oui, on voit bien. Donc je suis sans cesse en train de construire et de déconstruire. Mais bon, c'est peut-être comme ça aussi qu'il faut aujourd'hui avancer et questionner tout ce que l'on faisait auparavant sans chercher à essayer de retomber sur nos pattes. Mais je sais bien que c'est compliqué économiquement et socialement à titre général, là, pour le coup. Comment faire pour que des nouveaux choix que nous fassions, là je rejoins ce que disait Christophe Cassou, puissent être socialement équitables pour tous, quoi. Donc voilà, donc c'est la grande difficulté, c'est d'essayer de trouver des chemins qui sont protecteurs pour la société et protecteurs pour la planète. Boris Pressec, sur cette équité par rapport à la nature, peut-être ? Oui, en fait, il y a eu beaucoup de choses, beaucoup d'enseignements pour moi dans ce confinement. Un des premiers enseignements, c'est une sorte de relocalisation des économies. Et pour moi, au niveau nature, ça a été essentiel parce que on a montré aussi qu'il était important d'avoir une résilience importante de notre système agricole dans les régions. Et tout ça, si ça pouvait, et je pense que ça va le faire, favoriser justement des circuits courts, voire très très courts, sur comment les villages et les villes se nourrissent dans le périurbain, dans le périvillage, etc. Tout ça, c'est super important. Ensuite, et puis ça fonctionne, hein, parce que pendant le confinement, effectivement, les agriculteurs, ils ont été très, très sollicités. Et puis, de plus en plus, maintenant, tout le monde s'y met, chambre d'agriculture, etc. Donc, je pense que c'est vraiment un enjeu qui a été compris. Une dynamique qui est partie, oui. Une dynamique qui est bien partie. Et avec cette dynamique-là, il y a aussi eu la dynamique de manger plus sain. Pendant ce confinement, voilà, bon, et puis que ce soit accessible aussi à tout le monde. Et puis l'autre dynamique pour moi qui est bien partie, c'est que c'est ce que je disais, c'est le respect du vivant. C'est ce que vous disiez aussi, hein, c'est-à-dire respecter la vie, parce que le vivant, il est important en fait. Il est important pour nous, donc il est important de tout respecter. Aujourd'hui, moi, je fais partie d'une génération qui n'a pas connu ça, qui n'a pas été sensibilisée du tout à ça à l'école. Aujourd'hui, à l'école, on fait intervenir aussi des experts du climat, des experts de la nature, etc., ce qui n'était pas du tout le cas. Et les enfants, ils ont aussi cette vision-là maintenant c'est pas seulement important de ne pas gaspiller, c'est aussi important de ne pas écraser les fourmis, de ne pas tuer bêtement un moustique, par exemple. Voilà, le moustique... Je peux un peu exagérer des fois dans mes propos, mais... Bon, allez, une araignée. Voilà, exactement. Une araignée, un serpent. On va plus... il faut enseigner tout ça à nos enfants, mais il y a une vraie compréhension. Nous, petits, on nous disait il faut tuer les vipères. Aujourd'hui, on dit aux enfants et ça a participé, le confinement a participé à cette sensibilisation. Et ça, pour moi, c'est super important. Alors, effectivement, je ne suis pas pour le confinement des humains. Hein. Je suis, moi, pour le déconfinement de la nature. Que la nature, elle vienne vraiment dans nos villes. Ouais, juste mon intervention, je voulais la finir sur un petit truc. J'ai eu la chance d'aller dans la ville de Belém. C'est une ville qui est un peu, la vieille ville, qui est un peu décrépite, les vieux bâtiments coloniaux sont couverts de végétation. Et cette nature, elle est acceptée parce que d'une part, il n'y a pas trop le choix, hein, ça demanderait beaucoup d'argent, mais ensuite parce que les gens respectent beaucoup plus justement la présence de cette nature, des vautours en ville, des figuiers le long des murs, etc. Et je pense qu'on a beaucoup à apprendre aussi de voir d'autres cultures, de voir d'autres choses, d'autres manières d'appréhender la nature que la nôtre. Partager davantage. Je vous propose qu'on s'arrête sur cette magnifique image de Belém. Merci pour nous l'avoir mise dans la tête. Merci aussi pour cette dimension positive avec laquelle on termine cette émission de Radio Futur, Marina. Un grand merci à tous les trois. Merci également à notre partenaire Lina ainsi qu'à Françoise Vissac pour la préparation de cette émission. Une émission réalisée par Arnaud Maisonneuve, à la prise de son Laurent Codoul. Tous les épisodes de Radio Futur sont à retrouver sur le site web du Quai des Savoirs et sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Bonne écoute et en attendant, restez curieux. À bientôt.